Bonjour à tous! Je me présente, Mélissa, une curieuse de nature, et je vais rencontrer l'artiste peintre et l'auteur Suzanne Joanne Labrie dans le cadre de la série d'entrevues Peintre avant tout. La philosophie de vie qu'elle prône depuis son jeune âge l'a menée, au travers de son art, à donner, entre autres, de nombreux cours et d'ateliers d'art à des gens de tous âges, du primaire à des professionnels retraités. La souffrance de vie exprimée par les gens rencontrés sur son parcours est venue profondément la toucher. Et c'est ça qui l'a motivée à entreprendre toutes sortes de recherches pour mieux comprendre l'humain. Ce qui donne tout le sens au travail de conscience qu'elle pratique elle-même et nous partage généreusement aujourd'hui. Je suis venue pour une nouvelle entrevue aujourd'hui. Ben oui, on m'a dit ça. Je suis bien curieuse. J'ai des questions en fait sur ta quête vers l'écriture. Fait que moi, première question, j'aimerais ça savoir comment ça s'est transposé ton intérêt du dessin vers l'écriture. Très bonne question. Tu sais que moi, je pense qu'on ne peut pas changer la formule. Hein? Mhm. On parle de ce qu'on connaît, on écrit aussi de ce qu'on connaît. Fait que initialement, comme tu sais, dans le dessin, j'avais la période d'observation, le besoin de contempler, de fouiller, de voir comment les choses étaient faites et du même coup, de les transposer sur le papier et de m'attarder à tous les détails, comme j'ai déjà expliqué, tu sais, les particularités. Puis ça l'emmène à un éveil encore plus profond, hein, parce qu'un coup que tu as vu ça, tu veux voir d'autres Mhm. choses. Fait que d'une chose à l'autre, tu sais, l'observation, la contemplation a emmené à un éveil au niveau de l'expérience, des répercussions, des circonstances. Tu sais, des fois, pourquoi qu'un papillon se pose en avant de toi? Pourquoi que c'est des petits-enfants qui sont en avant de toi et tu as le goût de dessiner? Tu sais? Fait qu'il y a comme eu une sorte de déclic à un moment donné à me demander pourquoi que tel ou Telle chose tel, arrive, oui, se aller en présente, profondeur oui. Puis je suis dans... même allée jusqu'à, tu sais, après avoir fait une panoplie de dessins de toutes les sortes. J'ai voulu approfondir encore plus pendant ma grosse période de production en peinture. Autant je te dirais, ça a été pas mal au niveau du dessin, là, au graphite et de l'huile. J'ai voulu, après avoir justement fait des expositions, mettons, sur des paysages, je faisais un travail sur la lumière à un moment donné. La lumière artificielle, hein, les lampes et tout ça, et la lumière naturelle, le soleil, mais aussi l'éclat intérieur de quelqu'un. Tu sais, c'est aussi une lumière. Fait que je me suis concentrée à observer, mettons, la femme, les attitudes de la femme. Tu sais, quand elle est, par exemple, à vouloir relaxer ou à vouloir être attentive avec son enfant en lisant un conte ou en l'écoutant. Euh, Sa démarche peut-être plus profonde en méditation, en contemplation. Fait que j'ai fait une assez grande série de peintures sur les attitudes que pouvait prendre une femme. Et ça m'emmenait, ça, à un côté plus profond des états, des conséquences, du pourquoi que la personne avait besoin. Fait qu'il y avait un apport d'observation en moi, tu sais, très curieux, très impliqué. Et j'en suis venue un jour à me demander, et ça c'est encore là, pourquoi que telle personne arrive devant moi? Qu'est-ce que... Qu'est-ce que j'ai à apprendre de ça? Tout le temps. Mhm. Puis pas toujours apprendre au départ. Ma première question est, tu sais, si jamais il y a un plus profond que juste un bonjour, là, tu sais, un questionnement ou que la personne elle me pose des questions ou elle veut savoir quelque chose. Là, moi, là, en dedans, là, c'est qu'est-ce que c'est cette interaction-là? Qu'est-ce que j'ai à faire avec ça? Qu'est-ce que j'ai à apprendre? Et je suis comme un pocket sensor à essayer de démystifier c'est quoi. Et en étant tout à fait naturelle et à l'écoute,
j'aime contempler cette approche-là pour savoir si on va développer quelque chose, si la vie, la guidance de la vie nous emmène un avec l'autre pour une raison spécifique. Puis c'est toujours magique de voir comment, de cette façon-là, l'énergie répond à notre besoin. Et ça a été, je te dirais, exactement de cette façon-là, quand j'ai fait les recherches pour le livre, parce que j'ai beaucoup, beaucoup fait de recherches historiques de toutes sortes, autant au niveau des artistes que des papes, que des rois, que je suis très curieuse, comprends-tu? Et à chaque fois qu'il y avait un intérêt qui était soulevé avec un personnage historique, moi, j'aimais cet apport-là de découvrir une facette de moi, tu sais. Puis souvent, j'ai été surprise, justement, de vérifier ou d'observer quelque chose que je ne connaissais pas par ces lectures-là. Donc, si je comprends bien, c'est la même approche qui s'est transposée dans l'écriture. Exactement. Exactement. Moi, je pense que c'est ça. On doit être fidèle à soi-même. Fait que, et j'ai écrit aussi, j'ai composé le livre de la même façon, le manuscrit, parce que c'était des sections. Fait que j'ai fait comme des petites histoires, parce que c'est ça qui m'intéressait, les particularités, toutes les spécificités des caractères. Puis, est-ce qu'il y a des personnages qui t'ont marqué plus que d'autres dans tes Tu recherches? voudrais-tu que je t'en parle de Oui. quelques-uns qui m'ont surpris? Tu sais, je vais t'en parler un petit peu de ceux surtout qui m'ont surpris. Il y en a beaucoup, là, mais le premier qui m'a surpris, je ne suis pas capable même de décrire comment. J'aurais jamais pensé que ce personnage-là viendrait me parler d'un profondeur de mon être. Imagine, c'est Caius Julius César. Tu peux-tu t'imaginer? Wow. Oui. Alors, un Romain au 1er siècle, avant Jésus-Christ, si tu veux, avant et après. Le gars, écoute, il avait fait, selon les auteurs, tout ce qu'il y avait de fun, de cool à son époque, tu sais. Et ce que je trouve intéressant, c'est là que ça m'a accroché, c'est qu'il ne s'est pas arrêté au fait d'avoir conquis tout ce qu'il pouvait. OK. Il y avait la Gaule qui n'était pas encore, qui n'avait pas été observée, qui n'avait pas été fouillée. Puis les Romains, qu'est-ce qui était vraiment fantastique, selon moi, c'est qu'ils rédigeaient les observations, toutes sortes de faits. Même quand que Jésus-Christ a été crucifié, ça a tout été rédigé, ça. Il faisait des comptes rendus de Oui, tout. oui. Et ça, c'était resté sûrement dans des archives. Je ne sais pas si c'était justement où est-ce qu'il y avait logé ça, mais le Vatican a une immense Ah oui. bibliothèque, là, library. En tout cas, on était avant cette période-là. Et César, lui, vu qu'il avait fait tout ce qui avait le goût, là, on avait la Gaule, que les gens étaient intéressés par la Gaule. Fait que lui s'est proposé d'aller voir les Gaulois, auxquels on disait que c'était des barbares. Fait qu'il y avait un manque de civilisation, mais ça faisait pas peur à César. Et il s'est dit, moi, je suis prête, j'y vais. Et il a été pendant 8 ans, à 6 mois par année. Imagine comme nous autres, les gens vont 6 mois dans le En sud. Floride, là, ils vont. Lui est allé là-bas à relever, à faire comme une sorte de livre, là, sur toutes ses observations, ce qu'il remarquait, ce qu'il aimait, ce qu'il trouvait étonnant, comment que les Gaulois pratiquaient le coutume, même le rite mystique, religieux. Il a tout rédigé ça à sa façon. Et ce qui était étonnant aussi dans tout ça, à part le tempérament de César, c'est qu'il a relevé des Gaulois que c'était des grands enfants, mal éduqués, très doués et récupérables. Tu sais, c'est vraiment drôle. Fait qu'on pouvait voir dans ce qu'il relatait que c'était vraiment des gaillards très masculins, où ce que bien souvent
la force l'emportait sur le reste, tu sais. Puis ça, j'imagine, c'était selon sa perception. Il n'y a pas d'historiens ils ont-tu validé ces Ouais, relevés? il a été critiqué par les historiens, tu sais. Moi, je me dis, garde, Mais c'était pas le but, tu sais. non, c'est ça, on voit vraiment. Mais il y avait une ligne de pensée, par exemple, parce qu'il a même retardé des armées pendant des confrontations pour ses écrits. Mais c'était vraiment un but personnel. Tu sais, comme je dis, on voyait vraiment dans ce qu'il a laissé comme écriture que c'était pour y plaire à lui, c'était son besoin à lui, puis il a cru en ça. Et c'est resté. Et ces écrits-là nous ont probablement aussi nui. Ah oui, pourquoi? Ben parce que ça a resté dans les archives de Rome, sûrement. Et on a eu un certain Grégoire de Tours, un représentant du clergé, qui est venu justement à l'époque des Mérovingiens en Gaule avec une chère Clotilde qui est supposément arrivée par hasard et qui aurait, elle, su comment conquérir ce gaillard de Clovis, un peu pas mal naïf sur les bords, mais j'ai l'impression que c'était arrangé là, avec le gars des vues, cette affaire-là. Fait que oui, ça peut nous avoir ennuyé parce que j'ai comme pu observer à différents endroits qu'il y a eu une sorte de manipulation, là. Il n'est pas trop dur à démystifier plus que tu lis. Puis il n'y a pas grand-chose non plus sur Grégoire de Tours, dans le sens que ce qu'il a soulevé comme propos, il manque beaucoup de régularité dans ce qu'il a décrit, puis les points qu'il a voulu noter. Fait que moi, ça m'a toujours dérangé en tentant comme de démarquer une sorte de fausseté parce que Mhm. c'est pas régulier. Surtout pour un homme d'église, là, tu sais, quand on sait qu'ils sont très disciplinés, puis il fallait que c'est selon ci, ça, là, c'est pas ce qu'on voit dans les écrits. Est-ce que tu t'en es rendu compte au début qu'il y avait des incongruités ou c'est au fil de la lecture de tes recherches? Tu sais, quand ça t'arrive une fois, tu te dis, Ah, une erreur humaine. ouais, c'est ça, mais ça arrivait souvent parce que j'ai passé à travers pas mal toute la hiérarchie des Mérovingiens et tous les rois de France et tout ce qu'il avait, lui, noté, Grégoire de Tours, sur nos chers Gaulois, il y a un manque de régularité. Mais pour en revenir à César, qu'est-ce que j'ai vraiment aussi été surpris, c'est que Jésus-Christ l'a cité dans la Bible, dans les Saintes Écritures. Si je me rappelle, c'est dans les évangiles de Marc, le verset, 17? Marc 12, verset 17, là, si je me rappelle, quand que Jésus-Christ nous dit il faut donner à César ce qui appartient à César et à Dieu ce qui appartient à Mhm. Dieu, une phrase à peu près comme ça, là. Ça m'a vraiment surpris parce que Jésus-Christ soulève ça, c'est qu'il approuve un côté matérialiste. Hein. César, c'était un conquérant, c'était un gars qui avait besoin de se dépasser. Fait que je pense que, sans jamais vouloir y porter des intentions à Jésus-Christ, on a de cette approche-là que la matière, elle donne un point de départ à l'humain pour l'évolution. Dans le sens que, au-delà de la matière, hein, on doit se dépasser, des fois relever des défis. Et j'ai cru voir ça dans le propos de Jésus-Christ. Parce que justement, d'avoir étudié les Saintes Écritures aussi et d'avoir démystifié pas l'œuvre, mais l'enseignement de Jésus-Christ, tu sais, on voit que c'est un être, Jésus-Christ, qui m'influence, qui a une grande apport dans un amour véritable, ultime. Pas un amour naïf, vraiment un amour conscient. Tu sais, on peut voir dans ses écrits, dans la façon que ses propos sont emmenés, qu'il ne va pas dénigrer les gens. Sans jugement. Il n'y a pas de Mhm. jugement, mais il n'est pas stupide. Si quelqu'un essayait de le manipuler, il le remet à sa place systématiquement.
Si quelqu'un essaie de le tromper, là, tu peux voir son caractère vraiment popé, tu sais. Et c'est un être d'une empathie tellement, je dirais, démesurée, d'un amour inconditionnel vraiment pour l'humain. Il comprend l'humain, il comprend les faiblesses de l'humain, il comprend que l'humain ne comprend pas, demeure souvent dans un côté Matériel. d'ignorance, de déception, de matériel, d'avoir de fausses approches. Fait que, tu sais, ça m'a surpris aussi que Jésus-Christ soulève ce Mhm. point-là sur César. Puis, C'est intéressant. oui, vraiment. Puis, y a-tu un autre personnage? Ah, il y en a beaucoup. Ben, je pourrais te parler de Socrate, hein, que j'ai adoré, que j'aime toujours parce que c'est un exemple d'un individu qui s'est pris en charge, qui a cru en lui, qui accepte les dépassements, qui accepte aussi on va dire, De sortir des sentiers battus? exactement, et comme Jésus, de croire en lui-même, mais dans une autre approche. Mhm. Lui, au-delà de tout, de d'avoir une idée vraiment installée en dedans de lui qu'il peut aider l'humain à sortir de lui, à devenir dans une sorte de conscience, Mhm. à aller dans un éveil. Tu sais, il était convaincu de ça, aller même jusque à l'ascension, imagine. Tu sais, je veux dire, c'est des êtres qui ont une vision de l'humanité tellement remplie d'amour. Fait que moi, Socrate aussi, ça, c'est un autre personnage qui m'a beaucoup impressionné. T'as-tu des Euh, figures féminines? oui, c'est ça, je m'en allais dire justement. Écoute, je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de Sainte Geneviève. Ben, parle-moi-en donc, pour me Et rafraîchir la mémoire. ça fait longtemps, à me dire. Euh, dans les années 451, Paris, à cette époque-là, s'appelait Lutèce. Et elle a combattu, elle a arrêté un gaillard Hun, ça c'était un groupe de gaillards, un clan qui s'appelait les Hun, Hun. Attila, en 451, elle a su, imagine une fille, là, À cette époque-là. bloquer cette invasion-là de ce personnage-là. Écoute, il y avait un courage. Moi, je me mettais à sa place là, en lisant ça, puis l'ingéniosité. Il fallait vraiment qu'elle soit inspirée et guidée. Et on l'a nommée la patronne de Paris, Sainte-Geneviève. Fait que c'est un autre personnage que j'ai trouvé exceptionnel. Tu sais, ça fait du bien de voir ça, Oui, hein? vraiment. Oui, Ça donne espoir. exactement. Il y en a qui se prennent en main, là, puis qui nous donnent du courage. Fait que c'était vraiment, vraiment super. Puis, peux-tu nous parler plus de Grégoire de Tours? Tantôt, tu en as soulevé un petit attrait, mais ça m'intéresse. Tu sais, Grégoire de Tours, lui, c'est pas. Lui, c'est pas nécessairement le personnage comme tel qui m'a impressionné. Qu'est-ce que j'ai aimé de ça? C'est que le fait qu'il manquait de régularité dans ses propos, puis que ses écrits, il y avait une sorte de laisser-aller et tout ça, ça a fait jaillir en dedans de moi une sorte de béant. Tu sais, tu restes sur ton appétit à faire, Il me semble qu'il voyons, y a quelque chose d'autre. il manque quelque chose, Mhm. tu sais. Fait que le fait que ça me faisait ça en dedans, puis toujours de plus en plus, tu sais, c'est ça que j'ai aimé découvrir. Le fait où, quand quelque chose qui arrive, une interaction qui arrive avec, là, c'est un personnage qui est relaté dans des écrits, mais ça arrive aussi des fois avec des gens. Tu sais, tu sens quelque chose que, oups, ça t'avertit. Il y a peut-être une manipulation, il y a peut-être un doute à écouter. Tu sais, c'est pas stable, ça stabilise pas. C'est ce bout-là que j'ai aimé, moi, de ce personnage-là. Pas le personnage, mais qu'est-ce qui a fait émerger en dedans de moi. Ah, c'est intéressant, ça. Oui, et tu sais, encore plus avec le fait d'être un artiste peintre, où ce que l'instinct
toute la spiritualité, tout le côté sous-jacent aux situations, aux interactions. Moi, j'y tiens beaucoup. Je prends toujours ça pour compte. Fait que lui qui m'emmène ça à travers des écrits qui ne sont pas aussi disciplinés, j'ai trouvé ça vraiment super de découvrir ça. Ah ben c'est le fun. C'est fascinant. Puis est-ce qu'il y a d'autres personnages féminins qui t'ont marqué dans ta recherche historique? Marqué, il y en a eu beaucoup, mais mettons à cette période-là, on pourrait parler aussi de notre amie Clotilde qui était à tout bout de champ à aller voir. C'est pour ça que je trouve aussi la manipulation en arrière du geste, parce qu'elle avait marié, imagine, là, un barbare, Clovis. C'est pas bien dire, c'est un petit roi Tellet, là. Lui, c'était un Gaulois. Hein? Oui, chef de clan parce qu'il avait su conquérir puis défendre la région. Tu sais, c'était pas le morose qu'on t'imagines-tu. Puis elle, supposément très féminine, très cute, puis tout ça. Aussitôt qu'elle avait un problème matrimonial, elle essayait pas de régler ça avec son chum, là. Allez voir les. Elle s'en allait toujours voir Grégoire de Tours. Fait que, tu sais, ça, je me dis, mon Dieu, ça a tout arrangé avec le gars des vues, là. Fait que, il y a elle, mais il y a un autre personnage aussi. Là, j'essaie de relater pendant le déroulement de ces faits historiques-là. Une qui s'appelait Bertrade, imagine. Bertrade, pas vrai, Tout un hein? nom. Hein? Tout un nom. C'était peut-être à la mode à cette époque-là. Ben, peut-être. Mais J'espère. encore pire que ça, on l'appelait Berthe au grand pied. Ah ben. Ouais, elle a 20 pieds plus long que l'autre. Ah, c'est pour ça. Mais écoute, d'une intelligence incroyable. Elle a été, si tu veux, comment on dit ça, là, quand que l'homme vient conquise par Pépin le Bref, qui sont devenus tous deux les parents de Charlemagne. Le fameux Charlemagne. Exact. Écoute bien ça. Notre chère Bertrade, ou Berthe au grand pied, à un moment donné, ça allait pas bien dans le territoire. Là, ça commençait pas mal à se laisser aller et elle voyait que les choses étaient en train de tomber au niveau des territoires. Tu sais, il manquait de protection. Et là, elle avait été conquise justement par Pépin le Bref. Son père avait donné le OK qu'elle pouvait aller, parce que c'était comme des cousins de loin. Ils se connaissaient un peu. Mais ils vivaient en concubinage, comprends-tu? Et là, vu qu'elle voyait que les choses étaient en train de dépérir, elle a dit à son chum, il faudrait que tu me demandes en mariage. Pour une raison. Solidifier. Oui, mais une raison bien spécifique, hein? Fait que le gars, écoutez, la madame, il l'a demandé en mariage. Il y avait déjà un enfant. Notre cher Charlemagne était là. Je ne sais pas si Carloman était arrivé, mais en tout cas. Et là, elle a dit à son mari, il faut que tu poses la question fatidique à Rome, au pape. Je ne vous dirai pas la question. C'était très intéressant, mais le pape a répondu. Ils ont fêté la chose et elle a sécurisé le territoire. Fait que ça, c'était une femme, comment je dirais, visionnaire, avant-gardiste, apprenait les choses en main. Elle ne restait pas dans son petit coin à attendre la vie passe. On ne devait pas non plus y en compter des vertes et des pommures. Elle était vraiment à sa place, bien installée dans ses besoins. T'sais. Ah, mais c'est inspirant, ça, avoir des personnages de femmes fortes. Oui, il y en a eu plus qu'on pense. Puis c'est ça qui est fascinant. Puis moi, c'était ce que je trouvais, tu sais, tout ce qui m'a étonnée, surpris, encouragé, donné de la drive à l'espoir de la vie. Moi, c'est ça que je tiens à partager avec toi, avec les gens, avec le livre, justement. Pour leur donner des fois des petites... des pistes à suivre. Des pistes, puis de l'espoir, comme moi j'en ai. Et je me dis, ben il y en a d'autres qui vont peut-être aussi ouvrir sur d'autres choses. Fait que... Oui, parce que tous ces personnages-là que tu nous as nommés, on en parle encore. C'est-à-dire qu'ils ont marqué... Oui, bien en tout cas, même si les gens ne savent pas, on subit de certains des mauvais choix et de d'autres de bons choix.
Tu sais, on dit, si tu veux savoir où ce que tu t'en vas, va voir d'où tu viens. Ah oui. Impératif. Essentiel. Essentiel, essentiel. Fait que, aussi, à travers tout ça, ben, c'est pour ça que dans mes écrits, j'ai laissé ici et là toutes sortes d'expériences que j'ai découvertes à travers les lectures de tous ces personnages-là et bien d'autres, et de l'œuvre de Vinci, parce qu'il ne faut pas oublier Oui, que je exact. suis un artiste avant tout. C'est ça que Alors, c'est ça que j'allais t'amener comme question. Est-ce que tu veux nous parler un peu plus de l'œuvre de Vinci dans ta démarche d'écriture? ben, tu sais, qu'est-ce que moi j'ai trouvé vraiment frappant dans tout ça? Premièrement, j'ai pu voir comment Jésus-Christ a été bafoué par l'histoire et que les conquérants, surtout un en particulier, s'est approprié au nom de Jésus-Christ la chrétienté. C'est pour ça que ça a tombé. On a mis sur le dos du personnage plein d'injures. Et on a fait aussi la même chose avec Vinci. Fait que c'est des points que je soulève justement dans les écrits pour que les gens évaluent ça, fassent leur propre enquête. Mais c'est que ce que moi j'ai observé tout au long de mes recherches et que j'ai donné des hints dans les écrits. Fait que si je comprends bien, c'est de pouvoir établir aussi notre propre perception sur les Absolument. enseignements de Jésus-Christ, les enseignements de Vinci, Absolument. puis pas se faire non plus brainwash, comme on Non. dit. Puis de se découvrir soi, tu sais, moi j'ai donné des petits hints, mais ça n'empêche pas personne de faire leur propre D'avoir nos recherche. propres observations, puis de se fier à nous. C'est Ah, ça. hey, sur cette sur ces belles paroles, ça clôt l'entrevue d'aujourd'hui. Ça va te donner un peu D'espoir! d'espoir. Plein d'idées de personnages à aller rechercher dans des livres. Excellent. Fait que je te souhaite encore une fois une bonne quête, une bonne découverte de ta personnalité à travers tous ces personnages-là qui nous sont disponibles puis qu'on peut fouiller à notre guise. Merci beaucoup, puis merci pour le beau moment. Bienvenue, bienvenue, Mélissa. Ça fait plaisir. Vous pouvez la suivre sur sa chaîne YouTube Suzanne J. Labrie, /Vinci, et sur Facebook, sur la page des éditions de Labrie en Provençal, pour également vous procurer son manuscrit Et volupté ou divinité, ce Da Vinci. Je vous reviens sous peu avec un autre partage dès que j'aurai la chance de la rencontrer à nouveau pour lui poser toutes mes questions. À bientôt!